Salut à vous, je vous retrouve en ce lundi pour faire un point de mes dernières lectures. Elles sont assez nombreuses, donc je ne vais pas m'éterniser sur chacune d'elles, d'autant que pour certaines, vous en avez déjà beaucoup entendu parler dans des précédentes vidéos sur YouTube. On en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément m'éterniser. En tout cas, le fait de sortir un peu de mes habitudes de lecture me fait découvrir des auteurs ou des genres que j'avais jusqu'alors assez peu exploité, et à mon grand plaisir. Vraiment, je fais de très belles découvertes et j'en suis ravie. Alors je commence par Animal de Victor Dixen. Je l'ai lu sur liseuse, donc je ne l'ai pas en version papier. Animal se destine plutôt à un jeune public. C'est une réécriture de conte, du conte Boucle d'or et les trois ours, mais vraiment très très original. Victor Dixen nous offre vraiment un très beau travail d'écriture, je trouve, avec ce livre. Je comprends totalement le succès qu'a remporté cette œuvre sur Booktube notamment, où j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, et vraiment ça a été une très très belle découverte pour moi. On va suivre en fait le personnage de Blonde qui grandit dans un couvent, qui comprend vite qu'il y a une espèce de mystère autour de sa naissance et autour de sa nature, et qui va donc mener une espèce d'enquête pour découvrir ses racines, et ça va la mener vers une quête assez surnaturelle. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, outre les personnages, la façon d'écrire, etc., que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que c'est tourné façon un peu procédure pénale. En fait, on a l'impression d'être dans une enquête policière avec des pièces à conviction, parce que en fait, ce n'est pas uniquement le récit de Blonde qui nous raconte son histoire, c'est tout un tas de témoignages qui vont venir s'imbriquer avec des extraits de journaux, des extraits de lettres, des extraits de PV d'audition de police, etc. À l'époque napoléonienne, donc ça c'est encore c'est un autre point que j'ai beaucoup apprécié, parce que l'époque napoléonienne n'est pas forcément souvent évoquée, en tout cas dans les livres que je lis ou dans les réécritures de contes en général. Le fait que ça ne se passe pas au Moyen-Âge, c'est vraiment quelque chose de très original, et ça permet aussi de réviser un petit peu ses connaissances de cette époque de l'histoire. Donc je n'ai vu que des points positifs dans cette lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs je remercie Marine de la chaîne Blondie Safari, parce que c'est dans le cadre de son club de lecture, le Bookinosaure, que je me suis décidée à lire ce livre en fait, parce que c'était la lecture choisie pour le mois de septembre, je crois. Donc voilà, c'était vraiment super. On reste dans la fantaisie avec la saga des Outrepasseurs. Alors sachez que j'ai relu le tome 2, donc ça c'est l'exemplaire de la médiathèque, parce que moi je n'ai que le tome 3 à la maison. En fait je voulais lire le tome 3, mais ça faisait trop longtemps que j'avais lu le tome 2 et je m'en souvenais plus. En fait j'étais perdue en commençant le tome 3, donc je me suis dit je vais lire le tome 2. De toute façon c'est une saga tellement géniale, je pense même que je la relirai un jour en entier, tellement j'ai adoré. Enfin ça sera sans doute un de mes gros coups de cœur de l'année de toute manière. Bon, l'année se termine, je suis pas à l'abri d'autres coups de cœur, mais vraiment les Outrepasseurs, c'est... bon, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dédiée, donc je vais pas recommencer mon speech. Mais vraiment, quoi, c'est extraordinaire. Donc ce tome 2, en fait, après le tome 1 qui nous a transporté dans l'univers des Outrepasseurs, qui nous a expliqué qui ils étaient, à quoi ils servaient, etc. Maintenant, dans le tome 2, en fait, le personnage principal, qui est Peter, va se retrouver un peu face à son destin. Il va devoir faire un choix difficile, mais en tout cas il va devoir il va devoir le faire, quoi qu'il en soit, ce qui marquera son passage dans sa vie d'adulte en fin de compte. Ce tome 2 est très très axé sur l'action, contrairement au tome précédent qui était plus un tome de présentation. On ne s'ennuie pas une seconde dans ce tome 2, c'est vraiment exaltant. Bon, il y a toujours une écriture très très agréable, hein, vraiment ça se dévore. Donc pour moi c'était une relecture, je pense que sur une journée, je pense que je l'ai relu en entier, alors qu'il est quand même assez volumineux. Je suis très très épatée par l'univers qu'a réussi à créer Cindy Van Wilder dans cette saga. C'est vraiment prodigieux. Donc après avoir relu ce tome 2, je me suis penchée sur le tome 3, donc
qui est ici, donc ça c'est mon exemplaire. Alors il y en a qui vont me dire oui mais t'as le tome 3 et t'as pas les tomes précédents, franchement c'est pas grave quoi. Peut-être qu'un jour je les achèterai les 2 premiers tomes, mais bon voilà, je les avais lus, ils venaient de la médiathèque, voilà, j'ai pas eu besoin de les acheter dans l'immédiat. Le tome 3 je l'avais acheté au salon Trolls et Légendes et il est dédicacé par l'auteur. Alors ce tome 3 vient clôturer cette saga de façon tout à fait impeccable, j'ai envie de dire. Ça pouvait pas être une autre fin, je pense. Alors je dis pas que c'est pas sans surprise, hein, bien au contraire, mais tout s'imbrique très bien, chaque personnage trouve sa place, a son rôle à jouer, le joue très bien. Bon, la plume est toujours aussi parfaite, addictive, soutenue. Et donc là en fait on va avoir une alternance entre l'action principale, donc ce qui se passe pour les outrepasseurs, pour Peter, pour les autres personnages qui l'entourent, et c'est ponctué par des témoignages en fait du personnage du chasseur qui nous raconte en fait son histoire. Et du coup Cindy Van Meter nous offre une réécriture du conte de Blanche-Neige qui est vraiment particulièrement originale, avec le personnage du chasseur totalement inexploité en fait dans le conte initial, à part savoir qu'il a pourchassé Blanche-Neige et qu'il l'a pas tué, c'est pas forcément le personnage auquel on s'intéresse le plus. Et ici voilà, Cindy Van Meter elle a vraiment fait preuve de beaucoup d'originalité en se penchant sur ce personnage un peu mal aimé de ce conte, et en fait une histoire de fou quoi, vraiment moi je me suis éclatée avec ce tome 3. Alors bien sûr je suis triste, parce que quand on finit une saga, je trouve que ça crée une espèce de mélancolie, donc j'ai fait une petite gueule de bois post-outrepasseur, où j'étais un peu chagrin, je savais pas, j'avais l'impression que j'allais pas réussir à passer à autre chose, c'était un petit peu compliqué, ce qui prouve que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Donc voilà, j'étais ravie de terminer cette saga, même si j'étais aussi un peu triste parce que du coup je retrouverai plus Peter et ses potes et cet univers de fifou quoi. J'ai poursuivi avec Nos Faces Cachées de Amy Harmon, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Là encore je passe rapidement sur ce livre car on en a beaucoup parlé sur Booktube. Vous trouverez sans doute des vidéos dédiées entièrement à ce livre. Personnellement moi c'était Benji qui m'avait vraiment donné envie de le découvrir, parce que ça avait été un vrai coup de cœur pour lui, et je sais que ça avait aussi été le cas pour Matt de la chaîne Enjoy Books. Alors du coup je me suis lancée et c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Alors effectivement j'ai apprécié, surtout c'est le thème qui est abordé dans cette histoire, puisqu'il est question du rapport à l'image, de la question de l'importance de l'apparence dans la relation amoureuse, dans la séduction, et surtout de l'image de soi, qui est vraiment développée avec beaucoup de maturité. Alors certes c'est un roman plutôt destiné je pense à une tranche d'âge assez jeune, sans vouloir être trop dans le... C'est pas du young adulte, mais pour moi c'est plus destiné à un public de vingtenaire, je pense, 20-25 ans peut-être. Mais moi j'ai totalement trouvé mon compte, j'ai trouvé l'écriture très mature, les personnages pas pathos du tout, leur histoire d'amour, la romance qui se crée dans cette histoire est touchante. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cucu quoi, on est vraiment dans une relation d'adulte malgré la jeunesse des personnages. Donc je me suis pas du tout sentie dans un univers qui n'était pas le mien, bien au contraire. Que vous dire d'autre, si ce n'est que la plume d'Amy Harmon m'a complètement transportée. Je trouve qu'elle parle des choses de la vie avec beaucoup de justesse. J'ai pas du tout souffert de problèmes de traduction, hein, puisque moi je lis toujours en VF. Je sais que parfois on perd un peu en intention, hein, mais là je trouve qu'il y a un très beau travail de traduction qui a été fait, et du coup le texte est beau en fait, tout simplement. Donc c'est un roman dont je garderai un très bon souvenir. Amy Harmon fait partie maintenant des auteurs à suivre à mon sens, au même titre que des auteurs comme Colleen Hoover ou je ne sais pas, il y a des gens comme ça qui percent en ce moment, et je pense que c'est mérité. Donc voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment avec ce livre, et il y a l'Infini plus 1 qui m'attend pour le mois de novembre, je pense, a priori. Donc je me réjouis parce que ça me fait plaisir de retrouver cette plume qui m'a vraiment beaucoup plu. Je change complètement de registre avec Ellie Jane, journal pas si intime de Déborah Bernizet, qui m'a été envoyé par l'auteur. Alors,
Malheureusement, j'ai un avis assez mitigé sur cette lecture. On est plutôt dans un genre un peu chick lit dans ce livre, qui est fortement destiné à un public féminin, je pense. Ellie Jane, donc le personnage principal, est âgée de 22 ans. C'est un peu un cœur d'artichaut. Elle est très instable sur le plan affectif. Elle revient, enfin, elle croise sur sa route tout un tas d'ex-copains, d'ex-flirts, ou des mecs qui ont une place importante pour lesquels elle a eu des sentiments un jour dans sa vie. Et du coup, voilà, c'est un peu le bordel dans sa vie, et elle raconte tout ça dans son journal. Bon. Alors, l'idée de base est bonne, je pense que de toute façon c'est un concept qui plaît beaucoup en général dans le domaine de la chick lit. L'idée du journal intime, même si c'est vu et revu, c'est toujours sympa, ça plaît beaucoup je pense aux gens qui aiment la chick lit. Malheureusement, j'ai eu un problème avec ce personnage d'Ellie Jane auquel je me suis pas du tout attachée et je me suis pas non plus du tout identifiée. Ce côté cœur d'artichaut, j'ai plein d'ex, je passe de l'un à l'autre, je passe du coq à l'âne sans arrêt, m'a un peu chagrinée. J'ai trouvé qu'elle développait pas vraiment de sentiments amoureux, mais plutôt qu'elle était plutôt dans la séduction et oui, elle passe de l'un à l'autre comme ça, sans trop d'état d'âme. Et puis il y a autre chose qui m'a gênée, c'est comment peut-elle avoir comment peut-elle avoir vécu autant d'histoires d'amour à 22 ans? Parce que là, franchement, elle croise au moins une dizaine de mecs différents, quoi. Alors bon, je pense que ça peut aussi relever plus de l'amourette d'enfance, ou vous voyez, les flirts de collège, ou ce genre de trucs. Mais du coup, moi, comme je suis très très loin de cette époque-là, je me suis pas identifiée en fait, je me suis pas imprégnée du personnage, malheureusement, c'est comme ça, hein. Bon, c'est pas mal écrit, hein, franchement, la plume est sympa et drôle, j'ai lu très rapidement, donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça, hein. C'est une lecture agréable malgré tout, c'est juste que j'ai eu un souci avec la cohérence de ce personnage. Ce qui m'a chagriné aussi, c'est que c'est une jeune maman, en fait, elle a une petite fille, Ellie Jane, et en fait la fille d'Ellie Jane est la grande absente de cette histoire, c'est-à-dire que sa vie de maman n'est pas du tout développée, elle se comporte d'ailleurs pas du tout comme une maman, elle est toujours en soirée avec ses amis ou en train de patifoler avec l'un ou l'autre, et du coup voilà, le côté mature, le côté maternel de ce personnage n'est pas du tout développé, donc bon bah du coup pour moi c'était un petit peu un flop, c'est dommage. Alors Déborah Bernizet m'a aussi envoyé son deuxième tome, donc je pense que je le lirai quand même, parce que malgré tout ça m'a divertie, et en ce moment j'ai besoin d'être divertie comme vous le savez, hein, pour me déstresser un peu de cette période de grossesse, et puis j'ai besoin de lire des choses très légères parce que je m'endors très très vite le soir, donc je pense que je lirai quand même le tome 2 malgré tout, même si je n'en attends pas de miracle, parce que si le personnage d'Ellie Jane ne grandit pas, ne mûrit pas, malheureusement je pense que je vais rester sur la même impression. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous aimez la chick lit, que vous avez entre 20 et 25 ans et que vous avez vous-même beaucoup de garçons dans votre cœur ou dans votre passé, et ben peut-être que vous aimerez plus que moi ce personnage. Alors comme vous le savez, je ne lis plus de thriller depuis quelques mois, par contre je m'interdis pas les romans policiers, notamment les romans d'Harlan Coben qui ne sont pas très très trash, très très glauques, donc ça me permet quand même de rester un peu dans mon domaine de prédilection, et du coup on a poursuivi avec Elodie de la chaîne Parle-leur de romans notre lecture commune de la saga Myron Bolitar. Donc il s'agit ici du tome 4, enfin la 4e aventure de Myron. On est ici dans le milieu du golf. Comme vous le savez, hein, à chaque épisode de Myron Bolitar, on change de domaine sportif. Donc ici on est dans le golf. Alors les livres de cette saga, hein, les épisodes de cette saga, se lisent vraiment comme on regarderait une série policière. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression de regarder un épisode du Mentaliste, ou voilà. Ce genre de série que vous regardez sans en attendre grand chose. Vous vous laissez porter par l'action. Ça vous distrait, ça vous divertit. Par contre, c'est pas, voilà, c'est pas grandiose quoi. Vous y repensez pas après, ou rarement quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'opinion que je me fais de ce genre de série, et c'est pour ça que je les regarde.
Et avec Harlan Coben, bah, ça me fait ça. Donc en fait, à chaque fois qu'on lit un des épisodes de Myron avec Elodie, c'est ce qu'on se dit, c'est que ça nous a bien divertis, y a pas de souci, mais par contre, voilà, il n'y a pas le waouh quoi. Enfin, en tout cas, je désespère pas de le ressentir, mais pour l'instant, je l'ai pas encore ressenti. Bon, alors on retrouve donc les personnages qui sont, enfin, voilà, qui font partie un peu de la saga, hein, donc Myron Bolitar, l'ancien sportif qui mène des enquêtes maintenant. Ici, il se retrouve à faire une enquête sur la disparition mystérieuse d'un adolescent. Il se trouve que ce mec est le fils d'un couple de champions de golf. Et du coup, voilà, on lui demande de mener l'enquête et de retrouver ce jeune homme. Et du coup, voilà, il va déterrer un peu des secrets de famille, il va mettre les pieds dans le plat, bah, comme bien souvent de toute façon. Bon, l'enquête en elle-même n'est pas inintéressante et elle est plutôt cohérente, bien écrite, le suspense monte bien crescendo, il n'y a pas de problème, jusqu'au dénouement dont on ne peut pas forcément deviner, enfin moi en tout cas je ne l'ai pas deviné, donc ça va, j'étais satisfaite du dénouement. J'ai pas vu venir en fait qui était derrière cette sombre histoire de disparition. Dans ce 4e tome, on va en apprendre beaucoup plus sur le personnage de Win, qui est donc le comparse un peu sociopathe de Myron, hein. C'est un petit peu le côté sombre de l'équipe. Bon, on va comprendre un petit peu pourquoi il est comme ça, pourquoi il s'attache à personne, pourquoi il est très solitaire et très détaché de tout et un petit peu violent sur les bords, un peu psychopathe. Parce que voilà, on en sait un petit peu plus sur sa famille et sur ses relations avec sa mère notamment. Donc c'était pas inintéressant du tout. Autre point positif, la nana dont Myron est amoureux n'est pas du tout, pas du tout présente dans cette histoire. Hein. C'est la grande absente de l'équation. Et je dois dire qu'elle m'a pas manqué du tout parce que Myron Bolitar parfois a tendance à avoir un côté amoureux transi qui peut être un petit peu agaçant sur les bords, un petit peu pesant, et du coup là, bon, même s'il est question de Jessica à plusieurs reprises, parce qu'il est toujours amoureux d'elle, il est toujours en couple avec elle, elle n'est pas dans l'histoire, elle n'est pas présente, et donc moi ça m'a fait du bien de ne pas la voir dans ce 4e tome. Voilà, donc encore une fois une lecture très plaisante que j'ai le plaisir de partager avec Elodie, et puis c'est toujours l'occasion pour nous, bah voilà, non seulement de nous retrouver autour d'une lecture, mais aussi de se donner des nouvelles sur nos vies respectives. Donc c'est vraiment une belle relation qui est née, une belle relation d'amitié qui est née à travers ces lectures communes. Donc c'est vraiment très très agréable. Je termine ce point lecture avec une très belle découverte que j'ai fait grâce aux éditions Anne Carrière avec qui je suis en partenariat. Ils m'ont envoyé Le préféré de Valérie Nivet-Doumer, un roman contemporain qui est sorti le 8 octobre dernier, dont je n'avais jamais entendu, enfin je n'avais pas du tout entendu parler, et pour cause, en fait il s'agit du premier roman de cet auteur, qui à la base est critique littéraire et qui a pris la plume pour ce premier roman. Il est question ici d'une relation entre deux frères. Donc l'un est le fils aîné et fils biologique de ses parents, et le deuxième est leur fils adoptif. Donc il est le plus jeune des deux. Et en fait, ce livre nous raconte comment finalement la maman en vient à favoriser pendant toute la petite enfance des frères son fils adoptif au profit du fils biologique qui est du jour au lendemain complètement pas rejeté mais délaissé quoi, vraiment. Et du coup on va voir quelles conséquences ça a sur le développement personnel du fils aîné, du fils qui est délaissé en fin de compte, des relations très difficiles qui vont naître avec sa mère, surtout à l'âge adulte, sa difficile construction de sa personnalité, et des conséquences donc que ça aura dans sa vie d'adulte. Alors, moi j'ai été vraiment très très touchée par ce livre. C'est pas forcément le genre de lecture vers lequel je me tourne naturellement, mais je l'ai dévoré déjà de une et il se lit très très vite. Valérie Nivet-Doumer a vraiment une très jolie plume, une plume très fluide, agréable, fouillée, donc vraiment un beau travail d'écriture dans ce roman. La relation entre les deux frères est très belle, je trouve, parce que bon, combien de frères se seraient détestés parce que l'un était préféré par rapport à l'autre.
Et là, pas du tout en fait. On voit une vraie complicité entre ces deux frangins qui malgré tout ont réussi à rester unis à l'âge adulte. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis voilà, il y a les relations mère-fils qui sont évoquées avec beaucoup d'intelligence, décortiquées avec beaucoup de psychologie en fait. La place du père aussi est évoquée avec beaucoup de finesse, puisque voilà, le papa a beaucoup de mal à se positionner par rapport à l'attitude de sa femme, qui préfère nettement effectivement son fils adoptif. Et du coup, en fait, on va comprendre petit à petit pourquoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a préféré son fils adoptif, enfin, entre guillemets, parce qu'elle aura beaucoup de mal à l'admettre. Et pour ça, en fait, le fils aîné va faire un voyage au Brésil, il va entreprendre un voyage au Brésil sur les traces, en fait, du passé de son frère adoptif. Donc il y a un petit côté quête, un petit côté secret à déterrer, donc ça met un petit peu de piment, en fait, dans cette histoire. J'ai aussi beaucoup apprécié la morale de cette histoire, qui est que finalement la famille, c'est pas seulement les liens du sang, hein, c'est pas seulement la biologie, c'est aussi surtout les personnes qui ont choisi d'y intégrer. Et notamment, l'histoire prend une très belle tournure justement au Brésil, où le personnage principal rencontrera des gens qui deviendront en fait sa famille de cœur, quoi. J'aime beaucoup cette idée de famille au sens large et pas seulement au sens biologique du terme. En tout cas, ça correspond totalement à ma façon de voir les choses. Enfin, les amis, certains de mes amis font totalement partie de ma famille et je vois pas la vie différemment, quoi. Donc voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup parlé, que je vous conseille si vous aimez les livres contemporains, les livres qui parlent un peu de ce genre de sujets, des sujets assez profonds, mais écrits avec beaucoup de façon tellement fluide qu'en fait vous allez réfléchir à certains sujets très profonds, mais sans vous en apercevoir. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et je remercie vraiment les éditions Anne Carrière de m'avoir fait découvrir ce livre, parce que vraiment, je pense que j'ai pas fini d'en parler autour de moi. Voilà mes gens, j'en ai terminé avec les dernières lectures que j'ai pu faire. Je vais essayer de vous faire des points un petit peu plus réguliers, parce que je me rends compte qu'en fait j'ai quand même un assez bon rythme malgré tout. Et très vite on se retrouve avec des vidéos un peu longues, et je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop ça, et se retrouvent un petit peu bloqués par la durée de mes vidéos. Et je m'en excuse, mais bon, moi quand je parle, hein. Et j'essaye d'être concise, mais bon, en même temps si j'ai des choses à dire, je les dis, hein, tout simplement. Je vous retrouve donc lundi prochain pour un nouveau point lecture, sans doute, je pense. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine de lecture et je vous dis à très bientôt. Salut les lecteurs!